Souman Touré était un cadre du Parti africain de l'indépendance avec des camarades comme Adama Touré, Philippe Ouedraogo. Ils ont formé politiquement des jeunes officiers comme Thomas Sankara, Blaise Compaoré, pour ne citer que ces deux leaders. Actif dans les luttes syndicales, il était omniprésent. Souman Touré a tiré sa révérence hier. Pour lui rendre hommage, Omega Media organise cette édition spéciale. Bonsoir à tous et merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre. Sur ce plateau, nous sommes avec Issa Balima de l'Union des forces centristes. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Denis Zungana. Alors nous attendons également incessamment sur ce plateau membre du parti du regretté Souman Touré, Théophile Da, certainement qui va nous rejoindre donc incessamment. Alors monsieur Balima, on commence avec vous naturellement. On peut dire que c'est une pète ce départ de Souman Touré. Je dirais que c'est une immense perte pour le pays et pour les forces progressistes africaines. Parce que Souman Touré, comme vous venez de le dire, a participé à la formation politique de bon nombre de cadres politiques, surtout de gauche, dans ce pays et même dans la sous-région. Je me rappelle comme si c'était hier, le regretté Premier ministre Ambak le considérait comme un mentor à qui il rendait visite à chaque fois qu'il était à Ouaga, et que Souman même a fait le déplacement pour les obsèques du papa Ambak à Abidjan. Ça veut dire qu'au-delà de Burkina, au-delà de la frontière, jusqu'en Afrique centrale, il avait quand même des gens qui voyaient en lui le mentor qui tenait toujours bon. Alors avant de poursuivre avec vous, nous allons suivre cette vidéo de Kader Konaté sur Souman Touré. Né le 14 mars 1948 à Diebougou, Souman Touré est un homme charismatique qui a marqué la vie politique du Burkina Faso. Cadre des assurances de profession, l'homme politique s'était démarqué du lot par sa singularité, ses prises de position osées et sans langue de bois. Après la licence en droit obtenue à l'université de Dakar, Souman Touré choisit de se spécialiser en assurance en France, d'où il est rentré au pays avec l'auréole de premier cadre en assurance de haute voltige. Mais la vie de Souman Touré est beaucoup plus rythmée par l'activité politico-syndicale sur laquelle repose surtout sa notoriété. En milieu estudiantin déjà, Souman Touré était un leader syndical de premier rang. Grand tribun qui savait s'adresser aux foules, il fut le rapporteur de l'historique congrès de l'Union générale des étudiants voltaïques, aujourd'hui UGEB. En milieu professionnel, Souman Touré, secrétaire général de la Fédération syndicale des banques, assurances, commerce et industrie, FESBASI, fut à partir de 1976 secrétaire général de la Confédération syndicale voltaïque, CSV, aujourd'hui Confédération syndicale burkinabé. Au plan politique, Souman Touré fut l'un des dirigeants de la Ligue patriotique pour le développement, l'IPAD, mouvement patriotique de masse créé sous l'égide du PAI, au temps où il évoluait dans la clandestinité et qui va contribuer à la déstabilisation des gouvernements de la Troisième République. En raison de la violence de ses propos syndicaux et politiques, Souman Touré dut souvent se réfugier dans la clandestinité pour échapper à la répression. Il connut la prison pendant la Révolution. En mai 2002, Souman Touré est élu député sous la bannière du PAI. 15 août 2005, il est encore investi à l'élection présidentielle du 13 novembre 2005. Souman Touré, bref, n'avait pas peur des ennuis et disait les choses de façon assumée. Souman Touré s'est éteint ce jeudi 25 mars à 73 ans. Voilà, merci à Kader Konaté pour cet élément sur Souman Touré que le Burkina pleure aujourd'hui. Alors, nous revenons avec notre invité Issa Balima, donc de l'UFC. Alors, on voit ici une description de l'homme syndicaliste, l'homme politique. Qu'est-ce que vous avez marqué d'abord chez l'homme en tant que syndicaliste? Je dirais que c'est un des grands pionniers aussi du syndicalisme voltaïque aujourd'hui burkinabé. L'homme, en un mot, croyait à l'éducation du peuple. Il avait foi au fait que le devoir des leaders était de former
les peuples de sorte qu'ils aient l'information et la formation nécessaire pour choisir leur projet de société ou le mode de gouvernance. Donc, il a consacré toute sa vie, c'est comme l'émission le dit, depuis leader prématuré, depuis pratiquement l'école primaire, jusqu'au secondaire, jusqu'à l'université, Souman n'est passé inaperçu nulle part. Donc, il a travaillé et quand il est entré comme cadre syndical, et ce n'est pas les opportunités de promotion politique alors qu'ils lui ont manqué, mais il a choisi de se lancer. Il a même renoncé à des nominations pour rester fidèle au mouvement syndical et pour faire avancer les intérêts moraux et matériels des travailleurs. Donc, il n'était pas de ceux-là qui pensaient que le syndicalisme, que le peuple devait subir forcément leur gouvernants, mais il devrait être formé de manière à choisir librement ce qu'il fallait faire. Il a eu une vie assez mouvementée. Il était donc du parti le PAI avant donc de créer son propre parti suite à des mésententes avec l'actuel président donc, de ce parti-là. Alors, le PAI, on le disait tantôt, qui a eu à former certains jeunes, notamment le président Thomas Sankara et ainsi que l'ex-président également Blaise Compaoré. Tantôt dans l'élément, on l'écoutait aussi sous la Révolution. L'homme a fait de la prison. Ce n'était donc pas facile la chose politique pour eux. Alors, en un mot, on peut dire que c'est une vie assez mouvementée de prison, des luttes syndicales. L'homme politique avait également un langage assez tranché vis-à-vis du pouvoir, que ce soit sous Blaise Compaoré ou encore sous la transition. Alors, à ce niveau, quel était votre rapport aussi envers son parti? Parce qu'on voit qu'à chaque année, il tenait des conférences de presse où il ne passait pas du dos de la cuillère pour dire ses 1000 vérités au régime en place. Oui, mais c'était ça de Souman tout craché, c'était la griffe de Souman aussi comme ça. C'est comme on l'a dit, Souman Touré, c'est un homme de forte conviction, d'une très forte personnalité, qui a été leader dans l'âme. Vous aurez remarqué que c'est vrai, c'est un homme de gauche. Vous avez cité le président Thomas Sankara, Blaise Compaoré et plein d'autres officiers, les Yeboyensa, qui sont là aujourd'hui, sont tous sortis de cette école. C'est comme je le dis, ça va au-delà de nos frontières. Mais il faut aussi faire remarquer, vous avez parlé de son emprisonnement entre-temps, il faut faire simplement le parallèle pour dire que les Souman Touré étaient l'aile civile du mouvement révolutionnaire de 83, mais de contradiction entre leaders à contradiction entre leaders. La révolution burkinabé a duré 54 mois au total. Souman Touré aurait fait 27 mois en prison. Mais comment comprendre cela? C'est comme ça, c'était aussi sa forte personnalité, parce que comme il avait un parcours atypique, il avait déjà fait ses preuves de tribun, de mobilisateur, de quelqu'un qui n'avait pas perdu ses opinions dans le monde syndical. Et après l'avènement du CNR, il a été soupçonné, m'a-t-il dit, par même le président Feu Thomas Sankara de vouloir faire un coup d'État. Mais il lui a dit, écoute, dans l'armée burkinabé, je ne fréquente que 2 militaires, c'est toi et Blaise Compaoré. C'est avec Blaise Compaoré, je vais faire un coup d'État contre toi, ou bien c'est avec toi, je vais faire un coup d'État contre Blaise Compaoré. Donc, ça tournait comme ça, il n'y a pas eu de preuves matérielles. Bon, mais l'homme était redouté, l'homme était craint. Voilà, parce qu'il n'avait aucune peur de ses idées, il s'assumait. Donc, ce n'était pas... Souman aura tout été, sauf une marionnette pour quoi que ce soit. Donc, alors, vous écoutez, c'est parce qu'il y avait soupçon, justement, sur un coup d'État que complotait Souman Touré, que finalement l'homme a été traîné en prison, il a été en disgrâce avec le président d'alors, Thomas Sankara. Oui, mais vous savez, c'est le fort des états d'exception, le fort des états d'exception, surtout, c'est comme ça. C'est dommage que notre pays ait connu beaucoup de victimes, à tort ou à raison, de violences politiques. Donc je crois que tout ça, aujourd'hui, il faut savoir transcender et capitaliser tout ça pour en faire un bon socle pour l'avenir et pour la génération, pour la postérité. Sinon, que, il n'y a pas eu de preuve matérielle d'une tentative ou d'un complot quelconque.
Mais comme les gens se soupçonnaient les uns les autres, c'était pratiquement les suspicions, ce sont les règles pratiquement, c'est la religion du milieu. Mais vous, étant homme politique, est-ce que cela vous a surpris de voir Souman Touré rejoindre la majorité présidentielle dans les années 2002? Rejoindre la majorité présidentielle, je crois que Souman Touré a été politiquement incompris à beaucoup d'égards. Souman, oui, n'a jamais revendiqué une appartenance en tant que telle à la majorité. C'est au niveau du Parlement qu'il s'est rapproché du groupe parlementaire parce qu'il est arrivé à l'Assemblée nationale avec 5 députés. En son temps, ça ne suffisait pas pour faire un groupe parlementaire. C'est comme aujourd'hui on le constate, M. Da est là pour bien le dire, c'est pour des raisons de formation de groupe parlementaire qu'il s'est plus approché de la majorité d'alors sans se réclamer de l'APMP, je ne sais pas quelle l'ex-majorité, c'était la majorité présidentielle. Justement. Ils ont voulu une autonomie auprès de la majorité parlementaire tout en ayant besoin de députés pour faire leur groupe parlementaire. Bon, évidemment, quand un parti vous prête des députés pour faire un groupe parlementaire, sans être de cette majorité, vous êtes quand même moins hostile à cette majorité que vis-à-vis de ceux qui vous combattent. Merci. Issa Balima, on le disait donc, nous attendions Théophile Da, Théodule Da, qui vient donc de faire son entrée donc, sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Alors je rappelle donc aux fidèles téléspectateurs que notre deuxième invité, Théodule Da, donc, est le secrétaire aux relations extérieures donc, du parti PITJ, le parti du regretté Souman Touré. Alors tout d'abord, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Vous vous doutez bien que c'est avec beaucoup de tristesse que nous l'avons reçu. D'autant plus que moi-même j'étais avec lui hier matin. Nous nous sommes quittés aux environs de 13h. Mais j'avoue que rien ne laisse présager une telle précipitation. Et c'est avec une grande tristesse que j'ai accueilli la nouvelle quand les enfants m'ont appelé pour me l'annoncer. Parce que nous avons foulé notre bosse ensemble depuis au moins les 2 tiers de notre vie. Là, c'était vraiment un choc. On savait l'homme malade depuis un certain temps. Alors, Souman Touré, il a mené pas mal de luttes pour le pays. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de l'homme, de ces luttes menées? Il est difficile, en plus de 50 ans de vie commune politique, de dire que c'est tel aspect de notre lutte ou tel autre aspect de notre lutte qui reste gravé en notre mémoire. Par contre, je peux citer seulement un exemple parmi tant d'autres. C'est la traversée du CNR. Le CNR a duré 54 mois. Sur les 54 mois, Souman Touré en a passé 27 en détention à Cambouensin. Cet aspect-là de notre lutte commune, je ne pourrais pas l'oublier. On parlait tantôt justement avec Issa Balima pour comprendre les motifs que l'homme soit donc incarcéré. Alors, comme on le disait, le PAI a formé les leaders de la révolution. Comment comprendre donc la suite de ces événements? C'est tout simple. Parce que ceux qui ont gravi l'arbre ont commencé à cueillir les fruits et ils ont oublié qu'en bas, il y a des gens qui les ont aidés à gravir l'arbre et à cueillir les fruits. Les choses sont aussi simples que ça. Il n'y a pas de motivation prouvée, comme le président du CNR l'avait laissé transparaître, au motif qu'il fomentait un coup d'État. Fomenter un coup d'État, c'est un civil qui fomente un coup d'État. Bon, avec qui? Il avait pour seul ami au CNR que Blaise Compaoré et lui-même. Blaise Compaoré, il l'a rencontré à Yaoundé. Lorsqu'il était en formation, ce qu'on oublie aussi, c'est que Souman a été le premier cadre des assurances dans ce pays et que la SONAR
a été son œuvre. Alors donc, il dit à Thomas, si moi je dois fomenter un complot contre toi, donc ça ne peut être qu'avec Blaise. Alors, avoir passé de longues années avec l'homme sur le terrain politique, il y a aussi le volet social. Beaucoup retiennent de l'homme, notamment en ce qui concerne le rôle qu'il a joué pendant les grèves, dans les années 80, des grèves qui ont abouti au départ de la Misana. Alors, à ce niveau, quel a été le rôle de l'homme? Si lui-même il était présent, il allait vous dire qu'il n'a chassé aucun pouvoir dans ce pays. Il était très modeste. Il a apporté sa contribution à un moment ou à un autre des affaires de l'histoire de ce pays. C'est tout. Il ne considérait pas ça comme étant un acte exceptionnel. Il considérait cela comme étant son devoir. Il a accompli son devoir, point barre. Il n'y a pas d'autre commentaire à faire là-dessus. Il était comme ça. On ne voit pas que c'est les actions qu'il a menées qui a conduit au départ de certains dirigeants. Non. Ce n'est pas qu'il a amené le pouvoir à avoir des ennuis avec le peuple burkinabé ou le peuple voltaïque d'alors. Mais il portait les revendications des travailleurs et c'était aussi simple que ça. Donc il n'en a voulu à personne, il n'en a voulu à aucun régime, mais il portait les revendications des travailleurs et du peuple burkinabé, c'est tout. Alors Issa Balima, vous le disiez tantôt, donc l'homme qui a beaucoup œuvré pour le bien du pays, avec des prises de position, on disait tantôt au début des années 2000, il rejoint la majorité, vous avez bien voulu expliquer tout cela, mais on voit que par la suite, ce fut pour certains un coup de théâtre, parce que là, il se présente pour les élections, l'élection présidentielle de 2005. Est-ce que là aussi, vous avez été surpris? Non, pas surpris, parce que c'est comme je l'ai dit, Soumane était tout sauf, aura été tout sauf une marionnette dans sa vie. Et je crois que M. Théodile qui est là pourra vous expliquer en quoi ils étaient proches de la majorité du fait de la formation du groupe parlementaire, sans être des grands défenseurs de la majorité, sans être de la majorité présidentielle. Ça s'explique. Aujourd'hui, vous voyez les opérations de formation du groupe parlementaire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ou entre-temps l'UPC a passé des députés à des partis de l'opposition pour constituer un groupe parlementaire qu'ils sont forcément, ils épousent la cause de l'UPC. Et actuellement, on le constate, c'est toujours des opérations politiques possibles de coopération interpartis. Bon, mais je dis, politiquement, je suis de ceux qui demeurent convaincus que Soumane c'était le terrain où il a été le moins compris. Il a été le moins compris sur le terrain politique. Bon, quand on ne l'a pas présenté comme un simple collaborateur de Blaise Compaoré ou des défenseurs de causes perdues, alors que non, il fallait approcher l'homme, il fallait comprendre. Soumane, j'ai retenu de lui que, bien qu'il ait vécu avec des valeurs de gauche, à partir de l'adoption de la Constitution, il s'est dit, d'accord, nous sommes dans un environnement constitutionnel, on ne peut plus faire un pas essentiel dans ce pays-là sans en tenir compte. Voilà toute la difficulté que Soumane a eue avec les gens. Il en a appelé au respect des textes en vigueur. Il en a appelé à de bonnes législations pour que ça marche. Bon, ça posait des problèmes, ça continue à poser des problèmes pour des gens qui étaient attachés à des pratiques d'état d'exception sans un respect, sans un consensus minimum pour respecter. Alors pour vous, il était incompris. Ce n'est pas parce que l'homme ne jouait pas, ne faisait pas le jeu politique comme beaucoup s'y attendent. Parce que déjà, quand on va créer un jeu de la majorité, on s'attend à la suite, voilà, qu'il ne se présente pas, qu'il appelle à ce que la population vote pour le président. Et voilà que lui ne joue pas le jeu comme les gens s'y attendent. Et c'est pas ça qui fait que l'homme était compris. Mais c'était ça son originalité. Je vous ai toujours répété ici qu'il aurait tout été sauf une marionnette. Pour des besoins pratiques dans l'intérêt du pays, il a dû peut-être prendre des positions politiques ou faire des sorties, mais il a gardé son indépendance d'analyse, sa liberté de ton, et tout ça, pour lui, profondément, il pensait que il était convaincu que c'était dans le sens du bien du pays.
Alors, Monsieur Da, on le disait tantôt avec Issa Balima, l'homme qui rejoint la majorité dans les années 2002, et par la suite, beaucoup le disent comme étant un coup de théâtre, il se présente pour la présidentielle de 2005. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme Balima vous l'a dit tantôt, nous n'avons jamais considéré qu'il y avait une contradiction fondamentale entre notre action sur le terrain et nos prises de position politique. Comment est-ce que ça s'est passé? Puisque j'étais avec lui à l'Assemblée. Et comme Balima l'a dit, nous faisions partie de la majorité parlementaire. Nous avons constitué le groupe CFR, la Convention des forces républicaines. C'est nous qui avons donné ce nom-là à ce groupe politique et à ce groupe parlementaire qui demeure. On continue d'avoir la CFR à l'Assemblée. Mais comme Balma vous l'a dit, en 2005, il n'était pas question pour nous de rester en marge des élections présidentielles. Et on nous aime ou on ne nous aime pas, mais nous avons toujours joué franc jeu. En coopération, si nous prenons des engagements, nous allons jusqu'au bout. Jusqu'à ce que l'autre partie renie ses engagements. Mais aucune partie n'a renié ses engagements et a eu longue vie et politique aussi sur la scène nationale. C'est ce qui explique notre départ pour nous présenter aux élections présidentielles, parce que nous avions un projet de société qui était totalement différent et qui était diamétralement opposé au projet de société que proposait Blaise Compaoré. Donc, ce n'était pas antinomique pour nous. Non. Nous avons un minimum sur lequel nous nous mettons d'accord et nous avons notre liberté pour laquelle nous ne céderions jamais. C'est ce qui explique que nous nous soyons présentés aux élections présidentielles en 2005. Ce qui a bien sûr surpris un peu la classe politique. Mais il faut le dire, à chaque sortie, à chaque conférence de presse de votre parti, donc avec sa tête bien sûr Soumane Touré, c'était un délice pour la presse, il faut le dire, parce que là, il y a de ces prises de position qui parfois surprennent. Alors, on ne va pas revenir ici sur des prises de position, notamment sur la gestion même de la transition. Alors, comment les choses se passaient avant que Soumane Touré ne sorte devant la presse pour tenir ses déclarations? Enfin, comme vous dites, mais nous ne vous servions pas des délices. Hein? C'était notre méthode et c'était notre compréhension de la chose politique. On n'a jamais surpris le PITJ en diffamation. Chaque fois que nous posions un acte, nous avions les preuves. Chaque fois que nous faisions une déclaration, nous avions les preuves. Soumane était un juriste. Moi-même, je suis un juriste. Nous savons que si jamais, qui que ce soit, à l'occasion de nous attraire devant les tribunaux pour diffamation, personne n'hésiterait. Nous savions aussi que tout le monde nous attendait au tournant pour nous dire « Ah, cette fois, c'est du pain béni. » Mais nous n'avons jamais fait de déclaration sans en avoir la preuve. Il y a un des responsables politiques du premier parti de ce pays qui était allé voir un avocat un jour avec son dossier sous les selles pour lui dire que, bon, lui, il vient le voir pour qu'il l'aide à constituer un dossier contre le PITJ, parce qu'il a fait l'objet de diffamation de la part de ce parti. Il se trouve que l'avocat nous connaît très bien. Il lui a dit, il y a quelque chose que les gens ignorent, et à vous aussi, je vais vous le rappeler. L'avocat n'a pas pour simple rôle de venir au prétoire. Il a aussi pour rôle de conseil. Et il lui dit, si je vous suis, et nous allons en justice, mais je vais vous dire une chose.
Moi, ces gens-là, je les connais. Ils n'ont jamais fait une déclaration sans en avoir la preuve. Si nous devons les attraire devant la justice, sur la base du dossier que vous m'avez amené, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Mais est-ce que vous savez sur quoi ils sont assis? Et si nous allons en justice, on va dire que les semaines là sont attirés devant la justice, le palais de justice ne pourra pas contenir le monde. Donc ce sur quoi ils sont assis, c'est sûr que c'est plus mauvais que ce qu'ils ont déclaré. Alors nous allons attraper la honte. Bon, il vaut mieux que vous n'attrapiez pas la honte, que moi-même je n'attrape pas la honte. Donc, ce que moi je vous conseille, faites le dos rond et puis ça va passer. En tout état de cause, lui dit-il, je ne suis pas le seul avocat de la place. Vous pouvez peut-être aller voir ailleurs. Mais en tout cas, moi je vous donne un conseil. Ces gens-là n'ont jamais, on les aime ou on ne les aime pas, mais ils n'ont jamais menti sur quelqu'un. Jamais de la vie. Mais toujours est-il que le parti a été suspendu à un moment donné par rapport à également des prises de position, des déclarations. Oui, et vous aurez en mémoire la déclaration que Malik Savadogo a faite à la Maison du Peuple, avant les élections, post-insurrection. Il n'a pas été attrait en justice, il n'a même pas été inquiété par les officiers de police judiciaire, notamment la gendarmerie. Un autre, en l'occurrence le président du Faso, autrement, a dit que si lui se présente, les gens ne peuvent pas ne pas voter pour lui parce que lui, il est un aussi. Hein? En plus, lui, il est un aussi du centre. Toute déclaration qui va à l'encontre de la Constitution. On ne lui a rien dit. Mais lorsque nous avons dit l'armée est à la base de toute la situation que nous vivons actuellement pour n'avoir pas respecté la Constitution, on nous a gardés à la gendarmerie 3 jours. À la 72e heure, on nous a déférés devant le procureur. Le procureur a regardé les papiers et a dit qu'il n'y a vraiment rien contre lequel lui, il pourrait nous délivrer un mandat de dépôt, quoi. Et puis il nous a laissé partir à la maison. C'est ça aussi le PITJ. Et c'est ça aussi Soumane Touré. C'est ça le PITJ. Alors Issa Balima, aujourd'hui, quand on voit les prises de position de Soumane Touré, donc de son parti, on le disait tantôt, des prises de position qui souvent vont dans le sens contraire de ce que tout le monde s'attend. On parlait tantôt des accusations portées contre la transition donc qui est illégale, anticonstitutionnelle et tout. Alors à ce niveau, quand on regarde la scène politique aujourd'hui, est-ce que ça paye encore de telles prises de position? Parce qu'un parti politique, c'est aussi de pouvoir survivre. Voilà la situation dans laquelle nous sommes au plan national. Si aujourd'hui, la politique est vidée de toute valeur pour ne s'en tenir qu'au matériel, à ceux qui paraissent le mieux, je ne sais pas quel modèle de société nous allons construire. Parce que c'est de ça qu'il est question. L'inconstitutionnalité de la transition ne souffrait d'aucune ambiguïté. Mais les insurgés, experts gardiens, défenseurs de la Constitution, à son article 37, qui ont pu faire tout ça pour une insurrection, ont disparu des radars. Quand cette transition est arrivée, elle a suspendu la Constitution qui était défendue par les insurgés. La transition, sans aucune légitimité, a dissous des institutions républicaines. Tout le monde savait que ce n'était pas une application, ce n'était pas une transition constitutionnelle.
Parce que la même constitution qui contraignait Blaise à respecter l'article 37 avait prévu aussi les mécanismes de dévolution de pouvoir, même en cas de décès de Blaise. Cette constitution n'a bénéficié d'aucune forme, même pas la forme. On peut comprendre que la pratique pose des problèmes, mais on aurait quand même, pour le principe, pu mettre la forme. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Le PTJ est monté sur le créneau, ça lui a valu ce dont on parle. Mais je dis, aujourd'hui, l'une des plaies aussi de notre démocratie là, et de nos peuples là, c'est ça. Parce que si la politique se résume à la course effrénée et hontée vers le pouvoir par toutes les méthodes, j'ai bien peur qu'on tombe dans une jungle si nous n'avons pas un minimum de textes autour desquels il faut s'entendre et les respecter, à savoir la Constitution qui est le référentiel. Alors, à chaque sortie même du PITJ, comment est-ce que vous, de l'UFC, vous commentez ces prises de position de ce parti? Nous avons eu le privilège, M. Da, le chargé des questions extérieures du parti, est là. Depuis pratiquement 2011, à tort ou à raison, nous avons eu l'honneur d'avoir été invités par le PITJ à toutes les activités. Et Dieu voulant, nous avons fait l'effort, soit de toujours partir, d'être là à un niveau acceptable. Donc, ce n'était pas caché. Nous n'avons pas... personnellement, je n'ai pas fréquenté Souman Touré de nuit, je l'ai fréquenté de jour. La classe politique qui était observatrice, qui savait, les gens qui observaient. Moi, je ne me suis pas caché pour fréquenter Souman, pour aller à son école, pour diversifier ce que moi-même j'appelle ma formation. Parce qu'il est quand même, quoi qu'on dise, au-delà du camarade politique qu'il était, c'était un père. Même si par humilité, il ne le voulait pas. Dernièrement, nous avons créé l'ONA, qui était l'opposition non affiliée. Ben, tout ça, il nous a été une caution morale, une caution politique, pour qu'on avance. Et tout ça, c'était pour poser des questions purement constitutionnelles, des questions républicaines d'intérêt national. Mais est-ce que ne vous est pas déjà arrivé de vouloir interpeller sur un aspect donné de prise de position justement de ce parti? Parce qu'on le disait, oui. Positions assez tranchées. Non, les positions assez tranchées, c'est chacun. Moi, je crois que chacun, on ne peut pas tout simuler, hein. Il faut accepter que les personnalités s'expriment dans leurs différences, dans le respect de la Constitution. C'est comme il l'a dit, on peut être d'accord ou pas avec leur ton. Moi, la préoccupation qui nous intéresse, est-ce qu'elles sont respectueuses de la Constitution, des droits des uns et des autres? Est-ce qu'elles sont conformes à ce que nous nous sommes donnés comme code général de conduite? C'est tout. Il ne me revient pas de vouloir... oui, mais je l'ai trouvé... Mais c'était de Souman. Il a son style, il a son ton, il a son collaborateur principal. Et vous avez posé la question comment les choses se passaient avant que le PITJ ne sorte. Il ne peut pas vous le dire. Mais c'est lui, c'est Souman qui est assis. Parce que je les ai toujours surpris à 72h48 de leur sortie, mais ils sont en train de veiller. Souman parle et c'est lui qui tient le bic, c'est lui qui tient l'ordinateur jusqu'à des heures indues. Donc je crois qu'ils ont su développer une certaine complémentarité et c'est tout ça. Souman n'était que l'iceberg du parti et ce sont des collaborateurs aussi comme ça. Alors Théodule Da, Issa Balima dit, vous ne pouvez pas tout nous dire, mais on va revenir là-dessus. Comment se préparait chaque sortie médiatique du PITJ? Et comme vous l'avez dit, c'était une sérieuse bagarre. Si vous arriviez nous trouver au moment où nous préparons notre sortie politique, vous allez croire que d'un moment à l'autre, on allait se donner des coups de poing. Parce que pour une phrase, lui et moi, on pouvait batailler 5-10 minutes avant de trouver la formule consacrée. C'était comme ça. Alors qu'on voit que le document, souvent assez volumineux, une trentaine de pages, voire plus souvent. Mais nous prenions au moins un mois pour préparer chaque sortie politique. Au moins un mois. Et comment est-ce que votre parti a vécu les événements survenus au Mali, notamment avec le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, parce qu'on le disait, l'homme également était proche du PITJ? Bon, vous savez, il y a beaucoup de mutations chez les hommes politiques. Je vais vous faire une révélation. Ibrahim Boubacar Keïta, lorsqu'il n'était pas arrivé au pouvoir,
il ne venait jamais au Burkina sans nous rencontrer. Mais bon, quand il a gravi la dernière marche de l'échelle, il nous a oubliés. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Dans la sous-région ici, ils sont nombreux. Ce n'est pas le cas. Comme chef d'État. Ce n'est pas le cas d'Ahmed Bakayoko, on l'espère. Ah non. Ahmed Bakayoko était à notre école ici, lorsqu'il était le président de l'association des élèves et étudiants voltaïques à l'époque. Ivoirien. Ahmed Bakayoko ne passait pas un mois sans passer soit chez Soumane, soit chez moi. Lorsqu'il a perdu son père, nous avons été aux funérailles de son père à Abidjan et puis on est revenu. Mais il n'y a pas que Ahmed Bakayoko. Prenez le cas de Gbagbo. Gbagbo, c'est moi qui suis allé chercher Gbagbo à la frontière de la Côte d'Ivoire. Si vous franchissez la frontière de la Côte d'Ivoire, entre 72 et 74, je crois. Si bon. Lorsqu'il avait les déboires avec le président avec Houphouët. Si vous franchissez la frontière à partir de Galgouli, à 8 km, la première concession que vous allez trouver sur la trace, c'est la maison des grands frères de mon père. Même père, même mère, comme on dit. C'est là-bas que je suis allé chercher Gbagbo. Je l'ai conduit de nuit jusqu'à Ouagadougou. Je suis arrivé à Ouagadougou ici aux environs de 4 h du matin. Je l'ai habillé en peul. Arrivé à Ouagadougou, je l'ai remis entre les mains des camarades ici qui ont organisé son transfert au Niger, dans la famille de la belle dans la famille de la femme de Arbatou et Diallo. Nous avons chauffé entre griffes, excusez-moi, nous avons chauffé entre griffes le président de la Maisonnée ici pour qu'il donne un passeport à Laurent Gbagbo. Et c'est avec notre passeport que Laurent Gbagbo s'est rendu en France chez Guy Laberty, qui était le secrétaire aux affaires africaines du PS. Mais lorsque Gbagbo est arrivé au pouvoir, il nous a tourné le dos. Simone est allée jusqu'à déclarer que elle préfère un Vietnamien à la tête de la Côte d'Ivoire plutôt qu'un Burkinabé. Là, j'ai dit, bon, en ce moment-là, c'est fini pour vous aussi. Simone, quand elle avait fait son accident, alors qu'il revenait de leur village avec Gbagbo, le parti nous a dépêchés à Abidjan. Simone portait encore la Minerve lorsque nous sommes allés au titre du parti. Et au moment où Gbagbo organisait les marches et les contre-marches à Abidjan, ses enfants étaient chez nous ici. Et c'est nous qui assurions leur scolarité, tout à fait. Mais ils nous ont tourné le dos. Mais comme je vous disais au début de l'émission, nul ne nous a tourné le dos et rencontré le bonheur. Parce que nous, lorsque nous sommes en coopération, nous y allons en toute honnêteté. C'est ce qui nous vaut notre survie d'ailleurs sur la scène politique. Parce que nous n'avons jamais voulu tricher. Alors, on vous sent très déçu de plusieurs présidents. Alors, ici, on parlait tantôt de l'ex-président Thomas Sankara également. Il y a eu par la suite Blaise Compaoré. Est-ce que Blaise Compaoré, lui, a été d'un autre secours, contrairement à Thomas Sankara, qui lui a écouté les suspicions sur une tentative de coup d'État et Soumane Touré finalement s'est retrouvé en prison? Est-ce qu'avec Blaise Compaoré, les choses étaient autrement? Les gens ont des visages multiples. Et il y a plusieurs manières de faire mal. On peut faire mal ouvertement, comme on peut faire mal autrement. Expliquez-nous donc. Blaise Compaoré a eu 27 ans de pouvoir.
Mais en 27 ans de pouvoir, il n'a eu de cesse que de voir le pays disparaître. Parce que nous étions leur gratte-poil, nous étions la mauvaise conscience de la classe politique. Personne n'a jamais réussi à nous dompter. Mais il avait son homme de main, Salif Diallo, paix à son âme. Je n'ai pas l'habitude de critiquer les gens qui n'existent plus, qui peuvent me porter la contradiction, mais je suis obligé de passer par là. Salif Diallo a tout fait. À telle enseigne que j'ai envoyé quelqu'un lui dire de ne plus jamais mettre son pied dans nos pieds. Sinon, il lui arriverait grand malheur. Je suis obligé de le dire parce que ça s'est passé comme ça. Bon, ça n'a pas loupé. Bon, eux-mêmes, ils se sont accrochés. Et puis voilà comment les choses sont parties. Donc, aucun, entre Thomas et Blaise Compaoré, aucun d'entre eux n'a voulu de la survie politique du PAI. C'est par la force des choses et grâce au Seigneur que nous avons encore la tête sur les épaules. Sinon, ce n'est pas qu'ils nous aimaient en particulier, non. Alors, Issa Balima, écoutez tous ces témoignages d'action, de formation envers certains leaders politiques, notamment à l'étranger. Et finalement, c'était un remerciement, on pourrait dire, de l'ingratitude de la part de certains d'autres qui ont préféré ignorer ou oublier carrément ceux-là qui les ont aidés hier. Est-ce que vous êtes prêts à emboîter le pas, à Souman Touré, parce qu'on pourrait dire que vous êtes encore plus jeune, vous êtes à la tête d'un parti politique. Est-ce que cela vous motive davantage à suivre ce chemin, vu que vous l'appeliez votre père? Je crois qu'on s'est admiré réciproquement dans la diversité. Il a apprécié un peu notre façon de conduire nos affaires. Nous avons beaucoup apprécié et appris auprès d'eux leur façon de conduire les affaires. Dire que je peux le remplacer, je crois que ces héritiers sont portés à emboîter ses pas. Autant que faire se peut, tant que ça serait toujours dans l'intérêt supérieur de notre pays, dans l'intérêt supérieur de la postérité, je ne vois pas pourquoi on n'emboîtera pas les pas de Souman Touré et de beaucoup de devanciers. D'ailleurs, les Thomas Sankara, moi je suis issu de la crème sankariste. C'est comme il le dit, par moment, quand ils veulent préparer une conférence de presse, une sortie, ils prennent un mois, quelque temps. Mais quand quelqu'un qui me voyait, lui, il était témoin. Discuter de Thomas, de Blaise, mais c'est comme si on allait se frapper. Pourtant, non, il me dit, vous les sanguins, je dis, mais aussi, vous les réactionnaires, je le disais, c'est vrai qu'il était marxiste-léniniste, mais pour le taquiner, je dis, mais vous aussi, la vieille garde là, vous avez fait des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. Mais c'était comme ça, c'était une acceptation dans la diversité. Je crois que c'est pour ça, au plan national ici, moi, je ne me suis pas du tout gêné, quand il vous cite tous ceux qui sont passés à l'école du PAI, ce n'est pas, quand même, il y a eu de grosses personnalités qui y sont passées de la sous-région, je me suis dit qu'il fallait que je transcende à mon niveau les petits clivages ou les faux clichés. Pourquoi pas? Il est à Ouaga, ils sont à Ouaga, c'est des gens que je peux fréquenter, c'est des gens à qui je peux poser des questions, c'est auprès des gens auprès de qui je peux apprendre beaucoup de choses. Je ne me suis pas gêné, moi j'ai fait, et je suis allé. Je crois que c'est dommage qu'aujourd'hui, même la presse n'ait pas eu l'occasion d'exploiter suffisamment Souman Touré. Je ne pense pas qu'il ait eu le temps d'écrire des mémoires, on en parlait. Si c'est fait, c'est eux qui doivent le savoir. Si ce n'est pas fait, ce serait dommage, parce que c'est quand même une grande bibliothèque, une des grandes bibliothèques aussi de notre pays, qui part comme ça. Une grande bibliothèque qui part ainsi. Alors nous sommes pratiquement au thème de cette édition spéciale, mais avant, Théodule, on peut se poser la question, quelle est la suite au niveau du parti PITJ? On sait que Souman Touré n'était pas le seul, c'était comme le leader charismatique. La presse aura-t-elle toujours droit à ces conférences de presse assez poignantes? Plaise à Dieu.
Merci bien. Je pense que c'est sur cette réponse que nous allons nous dire au revoir. Je dis donc merci à Issa Balima de l'UFC. Merci également à Théodule Da pour ce très beau témoignage. Merci d'avoir accepté effectuer ce déplacement au sein de Omega Media. Fidèles téléspectateurs, merci également à vous d'avoir pris part donc, en suivant bien sûr cette édition spéciale en hommage à Soumane Touré. Bien sûr, Radio Omega, plutôt Omega Media demeure toujours au cœur de l'information pour la suite en ce qui concerne le programme des obsèques du regretté Soumane Touré.